Bonsoir à tous et bienvenue. Fin de parcours pour le présumé tueur en série qui semait la terreur dans la zone d'Abidjan Sud. Âgé de 42 ans, il est tombé dans le filet de la brigade de recherche et d'intervention. Le mis en cause avoue une dizaine de crimes. Il sera conduit devant le parquet les jours à venir. On fait le point en début de journal. L'année fiscale 2021 en vigueur depuis le 8 janvier prévoit deux nouveaux régimes d'imposition pour les PME. De nouveaux régimes qui inquiètent les petites et moyennes entreprises. La base d'imposition du chiffre d'affaires remplace dans certains cas le prélèvement basé sur le bénéfice. On fait également le point dans cette édition. Et puis dans l'actualité sanitaire mondiale, le fossé vaccinal entre riches et pauvres se creuse, s'inquiète l'OMS. L'organisation dit avoir encore besoin de 26 milliards de dollars en 2021 pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre la maladie. Tout d'abord, ce grand coup de la direction de la police criminelle, elle vient de mettre à la main sur le présumé tueur en série qui semait la terreur dans la zone d'Abidjan Sud. L'homme, un sans domicile fixe, âgé de 42 ans, a été pris en flagrant délit avant d'avouer qu'il a commis une dizaine de crimes. Il sera conduit devant le parquet dans les jours à venir. Les détails avec Yeli Traoré et Fulgence Kissiedou. Fin de parcours pour Sahabi Aliou, le présumé tueur en série qui sévissait dans la commune de Marcory. Âgé de 42 ans et sans domicile fixe, le mode opératoire du présumé meurtrier consistait à fracasser le crâne de ses victimes à l'aide de briques ou de grosses pierres pendant qu'elles étaient endormies. Ses cibles étaient des indigents qui squattaient les dessous des ponts ou autres lieux en plein air pour passer la nuit. La direction de la police criminelle, saisie de l'affaire, s'est mobilisée pour mettre le grappin sur le tueur en série. Ainsi, une enquête a été ouverte par les services compétents en vue de rechercher et d'arrêter ce dangereux criminel. Grâce à des indices qu'elle a pu collecter, la brigade de recherche et d'intervention a pu déterminer les heures et les zones d'action du tueur présumé. Ainsi, dans la nuit du vendredi, une patrouille composée de 2 équipes de la BRI sous la houlette du commissaire divisionnaire Zagadou Vincent de Paul, sous-directeur de la police criminelle par intérim, a mis la main sur le tueur. Il a été pris à quelques encablures de l'échangeur de Marcory aux environs de 2h30. Une fois aux mains de la police, le présumé tueur en série n'a pas fait de difficulté pour avouer au moins une dizaine de crimes. Il sera conduit devant le procureur de la République dans les prochains jours. L'annexe fiscale, document dans lequel sont consignés les projets de réforme fiscale pour 2021, en vigueur depuis le 8 janvier dernier, prévoit de nouveaux régimes d'imposition pour les PME, de nouveaux régimes qui inquiètent les petites et moyennes entreprises. La base d'imposition du chiffre d'affaires remplace dans certains cas le prélèvement basé sur le bénéfice. La Fédération des PME veut engager des négociations avec le gouvernement en vue de prendre en compte leurs craintes. Les précisions de Nadia Edja, Mathurin Badé et Tanguy Kona. Alimata Koulibaly est directrice d'une PME spécialisée dans la petite transformation agroalimentaire. Soumise à la patente communale entre 2004 et 2009, alors qu'elle était encore dans l'informel, Alimata a, par la suite, formalisé son entreprise. Un changement de catégorie qui lui a valu dès lors d'être soumise à l'impôt synthétique. Sur la base de son bénéfice, Alimata a payé pour l'année 2020 150 000 francs CFA d'impôts pour un chiffre d'affaires autour de 70 millions de francs CFA. De 15 000, je suis passée à 30 000, après 50 000 et depuis 2 ans, 150 000. C'est trop. Si ce montant était déjà élevé pour cette agro-transformatrice, c'était sans compter la réforme de l'annexe fiscale qui fixe désormais l'impôt sur le chiffre d'affaires. Quelqu'un qui a un chiffre d'affaires annuel dans notre corporation et qui fait 60 millions, avec la nouvelle annexe fiscale 2021, 5%, ça fait 3 millions. J'aurais souhaité plutôt qu'on prenne un pourcentage sur le bénéfice
Peut-être qu'on va payer 2 ans, 3 ans, mais la 4e année, le fonds de roulement serait à plat. Parce qu'on a pris une partie de notre fonds de roulement pour payer les impôts. Pour comprendre cette nouvelle disposition stipulée dans l'article 33 de ce document juridique, Alimata s'est rendu comme les autres entrepreneurs de sa fédération à une conférence d'explication de la réforme fiscale pour les PME. En réalité, on a eu l'institution de 2 nouveaux régimes, le régime de l'entrepreneur, le régime des micro-entreprises. Le régime de l'entrepreneur, ce qui va véritablement changer, c'est que ce régime-là va regrouper les entreprises qui auparavant étaient au synthétique et à la taxe forfaitaire des petits commerçants. Donc désormais, ces entreprises-là seront imposées sur la base de leur chiffre d'affaires et un taux d'imposition qui varie entre 2 et 5%. Et le régime des micro-entreprises, c'est les entreprises qui ont un chiffre d'affaires entre 50 millions et 200 millions et qui vont être imposées à, on va dire, un taux de 7%, un taux de droit commun de 7% donc sur le chiffre d'affaires. Des explications qui viennent confirmer les craintes de ces entrepreneurs, tant pour la survie de leurs activités que pour le consommateur. C'est le consommateur final qui paye toujours parce que l'opérateur économique, il n'est pas philanthrope. Quand il fait son activité, c'est pour gagner. Donc, dès lors, il a des difficultés, il ne facture qu'à partir de son prix de revient. Je crois que pour ma part, le dialogue est ouvert avec l'État. Nous allons continuer de discuter avec l'État de manière à ce que les intérêts de part et d'autre soient préservés et qu'on arrive à mettre en place un processus gagnant-gagnant. En attendant de trouver un terrain d'entente avec les autorités compétentes, les PME devront se soumettre à cette nouvelle annexe fiscale en vigueur depuis le 8 janvier de l'année en cours. Décédé le 13 octobre dernier, l'ex-président du Conseil économique et social de Côte d'Ivoire, Marcel Zadi-Kessi, sera porté en terre cette semaine avant les institutions qu'il a dirigées, notamment la CEIE et la SODECI, lui rendent hommage au cours d'une cérémonie ce mardi. Les qualités managériales et d'agent de développement de l'illustre disparu ont été évoquées. Salif Yalekwe, Mathurin Badé. Un sujet de Salif Yalekwe et Mathurin Badé que vous retrouverez certainement dans cette édition d'ici la fin ou dans nos prochaines éditions. Parlons à présent agro-industrie. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, c'est connu. Pourtant, le produit est très peu consommé et transformé localement. Cette spéculation représente un tiers des exportations ivoiriennes et gagnerait à être transformée sur place. C'est ce qu'essaie de faire cet artisan chocolatier qui s'investit dans la transformation avec une unité de transformation basée sur le bio, avec son vélo broyeur, un concept qui allie aspect ludique et protection de l'environnement. Voyage au cœur de cette unité avec nos reporters Nadia Eidja et Tanguy Kona. Nous sommes dans une unité de transformation de chocolat dans la commune des Affaires au Plateau. Ici, on a intégré le bean to bar, un processus axé sur le bio de l'acquisition des fèves jusqu'au produit final. Dans ces graines de cacao, pas de pesticides, ni tout autre produit susceptible de menacer l'environnement. Après le séchage et le tri, place au concassage, avec un engin spécial toujours dans le respect de l'environnement, le vélo broyeur. Au-delà du côté sportif, ça nous permet d'économiser en électricité, parce que ça serait une machine qui serait en train de faire ça. Et à la place de la machine, on a préféré le vélo. Par rapport à l'environnement, les échos que nous avons, les informations et tout ça, et puis bon, il faut dire que notre patronne ici, elle est beaucoup là-dessus, elle insiste beaucoup là-dessus pour qu'on puisse faire attention à tout ce qu'on cause autour de nous. Parce que c'est tout ça qui sème aussi les dégâts, la détérioration de la nature et tout ça. Donc vraiment, c'est un aspect auquel on tient beaucoup. Une fois le cacao passé au broyage, puis au moulage, ce chocolat cru, donc sans torréfaction, est fin prêt pour être mis sur le marché. On commercialise beaucoup, on présente beaucoup sur des stands avec des dégustations pour que les Ivoiriens comprennent un peu la chose. C'est important de faire découvrir le chocolat aux Ivoiriens et surtout le chocolat cru parce qu'il conserve au mieux la propriété gustative et nutritionnelle. Du coup, c'est bon pour la santé. Pour la fondatrice de cette entreprise,
il faut impulser le Made in Côte d'Ivoire aussi bien au niveau de la transformation que de la consommation. On devrait encourager les Ivoiriens à consommer ivoirien et à transformer aussi le cacao ivoirien et local. On pourrait bénéficier de cette richesse actuelle qui est le cacao, mais au final, on en bénéficie très peu parce que c'est les pays où on exporte, exportateurs, donc qui transforment le cacao. Et là, ils bénéficient réellement de cette richesse. J'espère que dans quelques années, la Côte d'Ivoire ne sera pas seulement connue pour le cacao, mais aussi pour son chocolat. Une politique de transformation certainement bénéfique pour le pays quand on sait que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Je vous l'annonçais, décédé le 13 octobre dernier, l'ex-président du Conseil économique et social, Marcel Zadikessi, sera inhumé cette semaine avant les institutions qu'il a dirigées lui rendent hommage au cours d'une cérémonie. Ce mardi, les qualités managériales et d'agent de développement de l'illustre disparu ont été évoquées en présence de Salif Yalekwe et Mathurin Badé. Décédé le 13 octobre 2020, l'ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire, de 2011 à 2016, Marcel Zadikessi sera porté en terre le samedi 30 janvier prochain. Avant l'ultime séparation, ses proches et collaborateurs lui ont rendu un hommage à l'initiative du groupe CIE Sodeci qu'il a intégré en 1970 et dirigé durant de longues années. C'est un moment privilégié, un devoir de mémoire qui nous réunit ce jour, celui de célébrer un homme. Un homme qui, par son travail, son intelligence, sa sagesse et son humilité, a su tous nous réunir aujourd'hui, sans protocole, mais avec conviction et spontanéité. Ce grand homme avait une vision. Il avait une capacité à matérialiser cette vision, à susciter des leaders, à façonner les grands esprits et à repousser les limites de la connaissance. Son engagement communautaire a été l'un des faits marquants de sa vie, avec le développement impulsé dans son village, Yakoli Dabo, dans le département de Soubré, sud-ouest ivoirien, qu'il a rendu moderne à travers les infrastructures. Il a été un mentor pour de nombreux cadres, dont des ministres. Monsieur Marcel Zadikessi était mon mentor, demeure mon mentor, parce que, je le disais, à travers lui, j'ai pu me rendre compte que les femmes, en dehors de leur rôle de manager au niveau du foyer, pouvaient et étaient capables également de manager à plusieurs niveaux. Depuis 2002, j'étais président du conseil général, donc d'Abosso. Mais moi, j'avais un mandat, moi je suis élu. Mais lui, il faisait du développement de proximité sans en avoir le mandat. Donc lui-même, il le faisait et il le faisait encore mieux que nous qui avions un mandat. Une exposition immortalisant Marcel Zadikessi a marqué cet hommage. Décédé à l'âge de 84 ans des suites d'une longue maladie, ce valeureux fils de la Côte d'Ivoire sera inhumé à Yakoli Dabo. Direction maintenant à Bobo, où la mairie vient de relancer le projet de cohésion sociale né d'un partenariat avec le Japon. La phase 2 de ce programme a été marquée ce mardi par la remise de matériel d'assainissement et de salubrité au comité de développement des quartiers de la commune la plus peuplée du district d'Abidjan, Tiémé Dandjé, Fulgence Kissiedou. Le projet Corsé reprend dans la commune d'Abobo au nord d'Abidjan. À l'initiative du maire Ahmed Bakayoko, les acteurs de la mise en œuvre sont réunis pour le lancement de la phase 2. Avant le terrain, les comités de développement des quartiers bénéficient d'un appui logistique en matière d'assainissement et de salubrité de leur cadre de vie. Après cet important travail accompli, les Abobolais vivent dans la cohésion sociale totale. Et le maire en est plus que ravi, lui qui a pris l'engagement de transformer sa cité qui est aujourd'hui Abobo Ezo. Par ces matériels et kits qui sont des appuis, le maire et le conseil municipal entendent consolider davantage la paix et la cohésion sociale entre leurs administrés. Partenaire du programme, le Japon, via la JICA, salue le leadership des autorités municipales locales et la volonté de résorber la question de l'insalubrité.
Je suis très heureuse en tant que responsable de la JICA et le projet COSEI de constater l'avancement, grand avancement de rétablissement de la paix et la cohésion sociale à travers ce projet. Il y a le lien entre la propreté et puis la paix. Quand l'espace est propre, il y a moins de crises, moins de délinquance sociale. Le Corsi 1 a été lancé en 2013. Son exécution à Yopougon et à Abobo, avec un financement du Japon, a permis d'éteindre des foyers de tension. D'Abobo, on se rend dans l'une des plus vieilles communes d'Abidjan. Treichville connaît une transformation structurelle de son habitat ces dernières années. Des cours communes font de plus en plus place à des immeubles. Vous allez le voir sur la base d'un modèle particulier de bail entre propriétaires de ces cours communes et des hommes d'affaires, une situation diversement appréciée des populations. Le constat de Pierre Dipomelin et Eric Kimo. Treichville, cette commune de plus de 100 000 habitants, selon le dernier recensement de la population et de l'habitat, est une des plus vieilles d'Abidjan. Les habitants, pour la grande majorité, vivent dans des cours communes, comme ici, avenue 10, rue 20. Dans cette concession vivent plus de 10 familles, dans la promiscuité, mais en bonne intelligence. Nous, on est là, vraiment, on ne se plaît pas. Parce qu'on est ensemble ici, il n'y a pas de problème. Des années qu'on vit comme ça, hein, parce que moi-même, je suis né ici, et aujourd'hui, ça me fait 60 ans. C'est une famille soudée, c'est des parents qui sont restés avec nous, papa et nous, maman. Un mode de vie qui va certainement disparaître avec ces immeubles qui sortent de terre. Des opérateurs immobiliers proposent aux propriétaires de ces cours communes des contrats de bail et érigent des immeubles. On a eu des propositions de bail que les Libanais sont venus nous voir, mais les conditions ne nous arrangeaient pas. Les conditions, c'est-à-dire que quand ils viennent, ils cassent ta maison, et puis maintenant, si tu gagnes 300 000 ou 200 000 francs, chaque mois, ils vont te donner les 200 000 francs pendant 12 ans. La famille même, elle est tellement grande pour s'engager dans cette affaire. Les coûts des appartements de ces immeubles ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Ces personnes qui ont construit des immeubles, ils vont affecter ces immeubles à d'autres personnes. Et celles qui étaient avant, elles vont se retrouver encore quelque part. Et ce serait difficile. En somme, c'est une belle chose. Mais il faut voir la classe sociale. Quand c'est puis monter les immeubles, c'est encore joli. C'est beau à voir, mais c'est difficile par rapport à la population, c'est tout. Et donc, c'est ceux qui ont de l'argent aujourd'hui qui peuvent s'en procurer. Ceux qui n'ont pas d'argent, c'est difficile. Ces constructions à la verticale ne sont pas sans conséquences pour cette cité cosmopolite, selon cet architecte urbaniste. Au temps colonial, c'était les quartiers vraiment qui étaient prisés, on peut dire. C'était destiné à la population ouvrière la plupart du temps. Et les lots sont tout petits. C'est des 400 mètres carrés, 20 sur 20, avec des voies très étroites. Mais jusqu'à cette époque, il n'y avait pas de problème. C'est normal qu'à un moment donné, quand la ville vieillit, que le centre, les différents centres de la ville prennent de la valeur et donc se mettent en mutation. Donc Treichville est en pleine mutation, et ce qui est normal. Mais c'est comment la mutation s'opère, parce que les rues sont étroites, les gens font des immeubles, R+8, R+7, mais souvent il n'y a pas de parking. L'assainissement, tout ça, il y a plein de choses. Vous imaginez un peu des petites maisons basses qui recevaient, qui dégageaient un volume d'eau pas aussi important. Aujourd'hui, avec un immeuble de R+10, R+8, R+6, mais l'eau doit monter, l'eau doit descendre, il y a un volume, il y a une occupation très importante. En attendant les grandes réformes prévues par le ministère de la Ville, notamment son projet Life 2 qui propose un habitat plus adapté aux populations de Treichville, les immeubles, eux, continuent de dévorer progressivement les cours communes. Dans l'actualité sanitaire mondiale, le fossé vaccinal entre riches et pauvres se creuse, s'inquiète l'OMS. L'organisation dit avoir encore besoin de 26 milliards de dollars en 2021 pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre la maladie. Par ailleurs, des voix s'élèvent, notamment ici en Afrique, pour dénoncer la montée du nationalisme vaccinal qui conduit certains pays riches à acquérir 4 fois plus de doses que ceux dont leur population a réellement besoin. Yeli Traoré. Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé a appelé les pays riches à ne pas couper la file.
et mettre à disposition des pays pauvres leurs doses excédentaires par le biais du mécanisme COVAX pour un accès plus équitable aux vaccins. Ce dispositif de l'OMS doit permettre de vacciner 10% de la population du continent africain dans le courant de l'année. Le nationalisme en matière de vaccins pourrait coûter à l'économie mondiale jusqu'à 9,2 billions de dollars. Près de la moitié de ce montant, soit 4,5 billions de dollars, concernerait les économies les plus riches. Le nationalisme en matière de vaccins peut servir des objectifs politiques à court terme, mais il est dans l'intérêt économique à moyen et long terme de chaque nation de soutenir l'équité en matière de vaccins. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, s'exprimant en sa qualité de chef de l'Union africaine au Davos virtuel du Forum économique mondial, s'inquiète de la montée du nationalisme vaccinal qui, selon lui, a conduit certains pays riches à acquérir plus de doses de vaccins que ce dont leur population a réellement besoin. Nous sommes préoccupés par le nationalisme vaccinal. Les pays riches du monde sont allés acheter de grandes doses de vaccins auprès des concepteurs et des fabricants de ces vaccins. Et certains pays sont même allés au-delà et ont acquis jusqu'à 4 fois ce dont leur population a besoin. Et cela visait à accumuler ces vaccins. Et maintenant, cela se fait à l'exclusion des autres pays du monde qui en ont le plus besoin. Lancé fin avril 2020, lors d'un événement co-organisé par le directeur de l'OMS, le président français, le président de la Commission européenne et la fondation Bill and Melinda Gates, l'accélérateur ACT, vise à accélérer la mise au point et la production de produits de diagnostic, de traitement et de vaccins contre le nouveau coronavirus et à en assurer un accès équitable. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à 19h50.